Salut YouTube, bienvenue sur Merci pour mon turfu. Le chat, êtes-vous prêts? Attention, c'est parti. On y va, tous ensemble. Qu'est-ce que vous faites pour l'environnement? Vous, personnellement. Éco-terroriste. L'éco-terrorisme. L'éco-terrorisme. Éco-terroriste. L'éco-terrorisme. L'éco-terrorisme, ça s'appelle l'éco-terrorisme. Et je veux redire que cela relève de l'éco-terrorisme. Pour cette première, donc, de portrait de l'éco-terrorisme, on va parler de ce... on va prendre ce mot au sérieux, en fait. On va prendre ce mot au sérieux, on va regarder... moi, ce que j'aimerais bien, c'est qu'on regarde des personnes, se dire, est-ce que ces personnes... voilà, sont des éco-terroristes ou pas? Qu'est-ce qui nous permet de les définir? En fait, et est-ce qu'on cautionne? Merci Totitas, c'est très gentil. Est-ce qu'on cautionne ces pratiques? Est-ce qu'ils sont fous? Est-ce qu'ils sont pas fous? Voilà, je trouve que c'est intéressant. On peut essayer de savoir le sujet. Et donc, moi, je vous propose direct. Je pense que le mot lui-même fait toujours assez éco-terroriste. Bah écoute, gars, j'ai choisi un premier type. Un premier type. Voilà, on va. J'ai trouvé une petite vidéo de 1 minute 59 qui est un trailer. Je crois que des mecs ont voulu faire une série sur lui. Et je vous propose de mater ça ensemble. Et après, on va en parler. On va parler de lui, de son mouvement, de ce qu'il a fait, de pourquoi, qu'est-ce. Et donc, bienvenue dans Portrait de l'éco-terrorisme. Aujourd'hui, nous allons parler de Theodore Kaczynski, une bomber. The Industrial Revolution has been a disaster for the human race. La révolution industrielle était un désastre pour la race humaine. The Montana Electric Company sprays cancer-causing herbicides without any warnings to the public. I cried about what was happening to the country. Desecration. But I have a plan for revenge. Ah. People say violence and the taking of human life is not a way to resolve problems. Can't work. But history shows that it very often does work. I have my own mind. I think my own thoughts, and then I do what I think I should do. I want to kill some people. We have breaking news. It's been more than 5 days since the Unabomber threatened to blow up an airliner flying in or out of Los Angeles. God damn it! Fucking cocksucker, man! Bon, j'ai pas vu le film. Hein. Mais voilà. My motive, I want to change the world. Ted K, aussi, que l'on connaît sous le nom de Theodore Kaczynski, aussi appelé une bomber. Eh bien, c'est parti. Je vais faire la lecture. Jeunesse. Theodore John Kaczynski naît le 22 mai 1942 à Evergreen Park, dans la banlieue de Chicago, aux États-Unis. Il est le premier enfant de Theodore Richard Kaczynski, ouvrier dans une usine de saucisses. Coïncidence qu'il était après fâché contre la saucisse? On ne sait pas. Et de Wanda Teresa Kaczynski, née à Dąbek. Ses parents appartiennent à la seconde génération d'une famille d'émigrés polonais. À l'âge de 9 mois, il développe une grave allergie médicamenteuse. Son corps étant recouvert d'urticaire, il est placé en isolement dans un hôpital pendant 8 mois.
Séparé de ses parents et de son milieu, il développe alors une altération de la personnalité. La naissance de son frère David, le 9 octobre 49, le perturbe aussi. Élève surdoué, il rentre à l'école en avance et saute 2 classes, si bien qu'il se retrouve marginalisé. Dans les résultats de tests de quotient intellectuel à 10 ans, Kaczynski obtient le score de 167, ce qui est 4 fois le mien. Probablement sur l'échelle de Cattell, qui est la plus utilisée aux États-Unis. Il semble cependant que cette information soit à prendre avec précaution. La passation du Weiser en 96, estimant que le QI total de Kaczynski était à 136 sur l'échelle de Weissler. Chose dont on se bat les couilles en fait. À un moment, on arrive à... en fait on s'en fout. Le mec était intelligent. À vue de nez, c'était pas un teubé. Voilà. Il était pas en train de sucer des cailloux. Voilà. À 10 ans. Bon, voilà. Il entre à Harvard à 16 ans. Il obtient son baccalauréat en mathématiques avec des résultats moyens. Ses colocataires et d'autres étudiants de Harvard ont décrit Kaczynski comme une personne très intelligente, mais socialement réservée. À Harvard, Kaczynski se porte volontaire pour participer à une expérience du département de psychologie conduite sur différents étudiants entre 1959 et 1962 par le professeur Henry Murray. Durant cette période, visant à analyser les réactions des gens sous stress, Kaczynski fut soumis à des interrogatoires intensifs que Murray lui-même qualifia de personnellement abusifs. Cette expérience serait liée au projet MK-Ultra, expérience de psychologie sociale et de recherche sur le LSD dans le cadre de manipulation mentale. Je connais pas bien l'histoire de MK-Ultra, c'est quand même un truc, je crois que les complotistes adorent, c'est un espèce où il y a un fourre-tout, mais qui est aussi la base d'un vrai truc. Voilà. À 25 ans, il devient docteur en mathématiques à l'université du Michigan. Tu vois, on n'avait pas besoin de nous parler du QI, en fait. Là, ça suffit, on comprend que le mec est pas con quand même. Au Michigan, Kaczynski se spécialise dans l'analyse complexe, notamment dans la théorie des fonctions géométriques. Il impressionne ses professeurs. Le professeur Peter Duren dira de Kaczynski, c'était une personne inhabituelle. Il n'était pas comme les autres étudiants diplômés, il avait la volonté de découvrir la vérité mathématique. George Pinranian, un autre de ses professeurs de mathématiques à Michigan, déclare « Il ne suffit pas de dire qu'il était intelligent. » Kaczynski obtient un F, 5B, 12A, déjà moi rien que les notes je les comprends pas, dans 18 cours. Ah oui, c'est ses notes, un F, donc pas bien, 5B, donc presque ce qu'il y a de mieux, 12A, la meilleure note, dans 18 cours, dans ses 18 cours à l'université. En 2006, il dit qu'il avait des souvenirs assez désagréables du Michigan. Non mais je vais trouver, t'inquiète, moi on s'est trouvé les choses HTK. En 2006, il dit qu'il avait des souvenirs désagréables du Michigan et qu'il pensait que l'université avait des normes de notation assez légères, comme en témoignent ses notes relativement élevées. En 64, il trouve une preuve du théorème de Wedderburn, n'utilisant que des résultats de théorie de groupe fini. Donc là, pour les mathématiciens qui regarderaient notre live en direct ou qui regarderaient la vidéo YouTube, ça leur parlera peut-être. Moi, ça ne me parle pas. Theodor Kaczynski devient en 1967 professeur assistant en mathématiques à l'université de Californie à Berkeley, dont le département de mathématiques est considéré comme le premier dans le pays. Introverti, plutôt que de se tourner vers la recherche, il démissionne en 69 et retourne vivre chez ses parents. Excusez-moi, on coupera au montage quand je baille. En 71, il part vivre dans le Montana, y achète une terre et construit une cabane en bois pour y vivre sans eau ni électricité. Il se passe quelque chose, 71. Marqué par les travaux de Jacques Ellul et les néoludites, il adopte une forme de survivalisme et mène une vie proche de celle d'un ermite. Son premier colis piégé, donc là, that escalated quickly, genre 69, genre 67 tout va bien, professeur de mathématiques, 69 va vivre chez ses parents, 2 ans plus tard il s'achète une baraque dans le Montana, il va y vivre, et 7 ans plus tard, c'est parti. Son premier colis piégé est envoyé à la fin de mai en 1978 au professeur Buckley Christ de l'université de Northwestern. Le paquet est retrouvé dans un parc de stationnement de l'université de l'Illinois à Chicago, avec pour adresse de retour celle du professeur Christ et adressé au professeur A.J. Smith de l'Institut Polytechnique de Rensselaer à l'État de New York. Le paquet est envoyé à Christ. Pris de soupçon devant un paquet qu'il n'a jamais envoyé, il en informe la police du campus. Un policier du nom de Terry Marker ouvre le paquet qui explose. Marker n'a eu que des blessures légères, pas de mort pour l'instant. L'attentat de 78 est suivi par d'autres à l'encontre de compagnies aériennes avec objectif de faire exploser les avions, notamment à Boeing 77, opérant le vol 444 d'American Airlines
15 novembre 1979. Au début, les bombes sont l'œuvre d'un amateur et causent peu de dommages. Bon, déjà, le mec fait péter des bombes, ça fait pas péter les avions, hein. Ça va. La première conséquence grave survient en 85, quand un étudiant diplômé de l'Université de Californie à Berkeley perd 4 doigts et la vision d'un œil. La bombe était empaquetée avec l'inscription FC, à ce moment-là traduit par Fuck Computers, ce qui veut dire enculer les ordinateurs. Baiser les ordinateurs d'ailleurs, voilà. Que l'on traduisit plus tard par Freedom Club. Le propriétaire d'un magasin d'informatique californien est tué par un clou et des éclats qu'il reçoit d'une bombe laissée sur sa place de stationnement en 85. Donc là, Kaczynski a vu le nez, il est en mode l'avion et l'informatique. L'avion et l'informatique. Et premier mort. Du coup, il commence à poser des bombes en 78. Raconte. Mec, il commence à poser des bombes en 78. Et en 85, il y a une première victime. C'est-à-dire que le mec fait des années d'envoi de bombes sans qu'on le chope. Après, c'est une autre époque, etc., etc. Machin. Mais quand même. Le propriétaire du magasin d'informatique est tué, blablabla. Une attaque similaire contre le magasin d'informatique a lieu à Salt Lake City, le 20 février 1987. 6 années d'activité, Kaczynski frappe à nouveau, en 93, expédiant une bombe à David Gelernter, je n'ai pas réussi, un professeur d'informatique à l'université de Yale, et développeur de Linda, un système de programmation de coordonnées. La même année, une autre bombe vise le généticien Charles Epstein. Kaczynski écrit une lettre au New York Times en revendiquant pour son groupe d'anarchistes appelé FC, la responsabilité des attaques. En 94, un publicitaire est tué par un autre colis piégé. Dans une lettre, Kaczynski justifie le meurtre en expliquant que le travail d'un publicitaire est le développement des techniques permettant la manipulation des gens. Suit le meurtre du président de l'association de sylviculture de Californie, Gilbert Murray, en 95. Au cours de son enquête pour identifier celui qu'on surnommait Unabomb, University and Allied Bomber, le FBI fait le rapprochement entre le roman L'agent secret de Joseph Conrad qui aurait inspiré Kaczynski. Le FBI va toutefois identifier Kaczynski à partir d'un tout autre indice. En 95, il envoie des lettres à ses victimes et aux médias dans lesquelles il demande que son manifeste soit publié dans un journal réputé de grande revue. Il menace de continuer de tuer si sa demande n'est pas satisfaite. Le département de la justice des États-Unis, le directeur du FBI Louis Freeh et le procureur général recommandent d'accéder à son souhait dans un souci de sécurité publique et dans l'espoir qu'un lecteur reconnaisse l'auteur du manifeste. Le Washington Post publie son pamphlet le 19 septembre 1995. Je propose qu'on aille le lire après si on peut après. Linda Patrick, la belle-sœur de Kaczynski, qui n'a jamais rencontré son beau-frère, avait déjà interpellé son mari David sur les similitudes des propos de Unabomber rapportés par la presse et ceux de Ted rapportés par la famille. Après la publication du manifeste et comparaison avec une lettre haineuse que Ted avait écrite à son frère par le passé, David est un peu plus convaincu par sa femme et il décide de le signaler au FBI. Entre-temps, David découvre chez sa mère une sorte de proto-manifeste de jeunesse de Ted, totalement convaincu. Il recontacte le FBI avec ce nouvel élément. Une équipe de linguistes détermine que les deux documents étaient écrits par une seule et même personne. Le FBI place la cabane de Theodore Kaczynski, où il vit en ermite dans les bois, sous surveillance contrôlée. Sa maîtrise d'explosifs rend son arrestation délicate. Ça, je sais pas trop ce que ça veut dire. Ça laisse libre cours à l'interprétation, hein, comme phrase. Hein. Aussi, le 3 avril 1996, des centaines d'agents du FBI se positionnent autour de la cabane. Ils utilisent la ruse en faisant appel à un garde forestier pour attirer dehors. Les autorités découvrent dans la cabane tout le matériel servant à fabriquer des explosifs, la bombe numéro 17 prête à envoyer et 40 000 pages de notes manuscrites sur la fabrication d'engins explosifs. Au cours de son procès, ses avocats veulent initialement plaider la démence afin que la préméditation de ses crimes ne soit pas retenue. Mais Kaczynski écrit au juge pour demander à se défendre lui-même, refusant d'être catégorisé comme un malade mental. Afin de pouvoir se défendre, il passe un examen psychologique qui le diagnostique avec de la schizophrénie. Oh, je suis vraiment désolé. Hein. Prévenu que j'étais un peu claqué. Mais je suis trop content, ça m'intéresse vachement en fait ce sujet-là en plus. Je trouve qu'il y a un truc où je trouve c'est important de pas avoir peur. Moi je le dis souvent, hein, je ne crois pas en la pensée contagieuse, etc. Mais je trouve que c'est intéressant de s'y confronter. Afin de pouvoir se défendre, donc il est diagnostiqué schizophrénie paranoïaque. Hein, c'est en DL. Le juge refuse sa demande et
sa demande et de se défendre sans avocat, craignant une annulation de la peine pour des raisons d'irresponsabilité pénale. En raison de la santé mentale de Kaczynski, les procureurs lui proposent de plaider coupable en échange de la prison, ce que Kaczynski accepte. Il est condamné le 4 mai 1998 à la prison à perpétuité sans possibilité de liberté conditionnelle et à payer près de 15 millions de dollars à ses victimes. Il est enfermé à la DX de Florence dans le Colorado. En 2021, il est transféré dans une prison en Caroline du Nord. Vous vous rendez compte que ce mec, en 2021, il était encore vivant, quoi. Il meurt. Il est retrouvé mort dans sa cellule de la prison fédérale de Caroline du Nord, près de Butner, dans le comté de Durham au matin. Âgé de 81 ans. Il s'est suicidé en prison. Manifeste et posture idéologique. Théodore Kaczynski résume ainsi les 4 postulats qu'il affirme développer dans ses écrits. Le progrès technologique nous conduit à un désastre inéluctable. Seul l'effondrement de la civilisation moderne peut empêcher le désastre. Le gauchisme est la première ligne de défense de la société technologique contre la révolution. Ce qu'il faut, c'est un nouveau mouvement révolutionnaire voué à l'éradication de la société technologique, qui prendra des mesures pour tenir à l'écart tous les gauchistes et consorts. Ça, c'est un truc... Alors, est-ce que moi je suis biaisé parce que je suis un gauchiste ? Même si moi, personnellement, j'ai rien contre... J'essaye en tout cas de ne m'opposer à aucune dynamique révolutionnaire et à n'absolument jamais décourager quelqu'un qui aurait la volonté de faire des choses, de prendre des risques que moi je ne prendrais pas. Même quelqu'un qui aurait une posture morale qui ne serait pas la mienne, concernant je sais pas, une radicalité d'action, je chercherais pas à l'en dissuader. Voilà. Non, tu viens de lire les 4 premières règles de mon Fight Club, putain. Et du coup, je me demande si c'est parce que il est aux États-Unis et que c'est le macartisme, et à quel point en fait cet homme peut avoir raison ou pas. Ça me paraît un peu étrange parce que les conditions de la révolution sont souvent portées par des groupements de gauche. Voilà. Pour Kaczynski, c'est la technologie elle-même qui joue un rôle moteur dans les transformations sociales davantage que l'économie. Donc ce qui est un peu la thèse parmi les thèses que je crois que développe Gunther Anders, dont je vous parlais un peu plus tôt dans cette émission. Il se montre également très critique envers les partis de gauche, qu'il estime soumis à la croyance dans un rôle positif de la technologie. Donc là, ça fait sens. Et on voit aujourd'hui, par exemple, c'est pas le cas de tous les partis de gauche, hein, en fait, en l'occurrence, en tout cas, tous les gauchistes. Voilà, et que c'est clair que sur ce stream, on n'est pas trop là à dire chouette des technophiles, hein, voilà. Kaczynski justifie la violence de ses actes. Voyons voir ce qu'il dit sur la violence. À mon humble avis, l'utilisation de la violence, exemple, comme contre la réalisation de l'utopie d'une société technologique inhumaine, c'est l'autodéfense. Certains peuvent en débattre, bien sûr. Si vous pensez que c'est immoral et inadéquat, alors vous devriez éviter toute utilisation de la violence. Mais j'ai une question pour vous dans ce contexte. Quel genre de violence a causé le plus de dégâts dans l'histoire de l'humanité ? La violence autorisée par les États ou la violence non autorisée employée par les individus ? Dans la prise de parole que j'ai faite pour parler et témoigner de Sainte-Soline, c'est quelque chose que j'ai un peu dit aussi. Je disais qu'en fait, mine de rien, 3000 policiers avaient fait plus de blessés que 22 000, que 20 000 éco-terroristes ce jour-là à Sainte-Soline. Voilà, donc c'est un vrai, mais ça peut, on sent qu'il y a peut-être un peu de sophisme aussi là-dedans. Selon lui, la révolution industrielle conduit nécessairement à un ordre économique et politique de plus en plus contraignant qui détruit la nature vierge, réduit la liberté individuelle. M'ont-ils apporté l'Oscar que je mérite ? Eh ben non. Mais moi j'étais juste content. Il y a des gens à qui ça a parlé. Voilà. Il y a des personnes qui m'ont dit que ça les avait touchés. Et je suis content que ça les ait touchés parce que il y en a certaines auxquelles j'ai pensé quand j'ai écrit ce texte. Voilà. Des personnes avec qui j'ai vécu des choses, notamment à Sainte-Soline 1. Selon lui, la révolution industrielle conduit nécessairement à un ordre économique, politique de plus en plus contraignant qui détruit la nature, transforme l'homme en un simple rouage du système technologique et qui, à court terme, détruira l'espèce humaine elle-même. Ce système n'existe pas pour satisfaire les besoins des hommes et n'en est pas capable. Les désirs et le comportement des hommes doivent en fait être modifiés pour satisfaire aux besoins de ce système. Il en déduit que toute la société moderne technologique qui doit être abattue. Donc lui, c'est un accélérationniste, mais pas du côté fasciste aux mes couilles. Lui, il est accélérationniste en mode non, mais il faut provoquer l'effondrement. Après, je comprends pas si c'est ça son propos. Parce qu'on a l'impression qu'il voulait stopper le progrès technique par les attentats qu'il faisait quand même. Plus que provoquer l'effondrement de la société.
Il en déduit que c'est toute la société, blablabla. On ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Putain, genre merci comme citation Wikipédia quelque part. Son texte, d'abord publié à la presse américaine sous la menace, par la suite brièvement édité, soit sur Internet, soit par exemple en France. Moi je le dis, hein, qu'en France, on est un pays où il y a un rapport à l'écologie qui est particulier. Et en fait, mais c'est croppé de merde en fait depuis tout à l'heure, mon truc là, je vous montre ça, mais c'est dégueulasse. Qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que... Mais le schlag. Mais c'est impossible d'être schlag comme ça. Hein. Je vous jure. Je vous jure, moi je suis là. Ah, je fais ça tout bien. Et en fait, bah pas du tout quoi. C'est juste crado à mort. Crado as fuck, comme diraient les jeunes. Hein voilà. Ça va pas du tout. On va au moins ajuster ça pour le temps qui reste là. Hein hop. Voilà. Comme ça. Ah, c'est plus petit. Hein. C'est plus petit. Son texte d'abord publié, blablabla. Donc après en France, préface d'Annie Lebrun. C'est qui Annie Lebrun? On va ouvrir, on va regarder, on va faire une digression à Annie Lebrun, juste pour savoir que tu veux savoir qui a préfacé. Donc le manifeste de Una Bomber. Dans une nouvelle traduction, ils ont dit des nuisances. Ça c'est intéressant aussi. En 2008, Theodor Kaczynski publie son premier livre, L'effondrement du système technologique. Aux éditions Xenia à VV en Suisse. À VV. Publié en anglais, blablabla. Elles sont inspirées du mouvement ludiste. On va parler de ça. Ça, je voulais qu'on discute. C'est un des trucs qui m'intéressait. Le mouvement néoludite. Et voilà. Il est dans la mouvance qu'on appelle anarcho-primitiviste. Donc, en gros, les anarcho-primitivistes, on va regarder ce que c'est. De même, Théodore Kaczynski, Annie Espace qui a pu, du philosophe, tout en essayant de correspondre avec lui. Oui, donc il discute avec ça c'est par rapport aux anarcho-primitivistes. Et voilà. Psychopathologie, on s'en fout. Voilà. Théodore. Voilà à quoi il ressemblait. Théodore Kaczynski, dit Ted Kaczynski, surnommé le Una Bomber par le FBI, est un terroriste américain, mathématicien, activiste, anarcho-écologiste et néoludiste. Fait l'objet de la chasse à l'homme la plus coûteuse de l'histoire du FBI, ayant aspiré 2 décennies durant à devenir le parfait tueur anonyme. Il est en même temps l'auteur de plusieurs textes et ouvrages. Il s'est battu, selon lui, contre les dangers inhérents à la direction prise par le progrès dans une société industrielle et une civilisation technologique, une société qui s'éloignerait de l'humanité et de la liberté humaine, pour la majorité, sinon pour la totalité de la population. Et voilà. Donc finalement, on n'en apprend pas beaucoup sur Annie Lebrun qui a préfacé son bouquin qui a été publié en France. Et on voulait regarder c'est qui l'édition Encyclopédie des nuisances qui avait aussi publié le manifeste, parce que Una Bomber, voilà. Mosimo, ça tombe bien, je suis toujours de commencer à lire le compte-rendu de la commission des écoterroristes. C'est quoi la commission des écoterroristes, Mosimo? Les éditions de l'Encyclopédie des nuisances, mission d'édition française fondée en 91. Dictionnaire de la déraison dans les arts, les sciences et les métiers. L'Internationale situationniste. L'Internationale situationniste est une organisation de théoriciens, stratèges et activistes révolutionnaires opérant dans les domaines culturels, artistiques, politiques, sociaux, désireux d'en finir avec la société de classe et la dictature de la marchandise. Non mais moi je pense qu'on va découvrir des mouvements qu'on va trouver trop stylés. Hein. C'est très bien. Dramatique, la droite va normalement paniquer. Ouais, je trouve qu'elle est bien. Ouais, j'étais content. Voilà, c'était pas trop long. Ça, j'ai pu le faire ce soir, c'est cool. Commission de l'Assemblée nationale qui a duré 6 mois. C'est un long papier dégueulasse. T'as un lien que tu pourrais partager sur le chat, s'il te plaît, Mosimo? Ou sur le Discord? Les deux même. Les deux seraient bien. Guy Debord, avec du coup la Société du Spectacle, a contribué. Donc c'est quand même une édition qui a fait des fascicules. Ok. Et ils ont du coup publié Kaczynski, la société industrielle et son avenir. Donc c'est des mecs quand même qui sont dit vas-y on publie un des mecs qui a été le plus dur à attraper par le FBI. Voilà. Donc ça a l'air d'être pas mal ça, l'Encyclopédie des nuisances. Hein. N'hésitez pas, ça doit être stylé d'en avoir un petit George Orwell devant ses calomniateurs. Et quand même, enfin ça a de la gueule, non? Ça a de la gueule, hein. Encyclopédie des nuisances, quoi. Genre dire nous on s'appelle Merci pour mon turfu, quoi. Genre... Le ludisme.
Ça, c'est intéressant. Ça, c'est donc voilà. Donc notre bon camarade Théodore Kaczynski se revendiquait de ce mouvement, de cette mouvance-là. Le ludisme. Qu'est-ce que c'est Ah non, il se revendiquait des néoludistes. Bon, bref, on va regarder plutôt l'histoire du ludisme. Voilà. Mais en gros, le ludisme, selon l'expression de l'historien britannique Edward P. Thompson, est un violent conflit social qui, dans l'Angleterre des années 1811-1812, a opposé les artisans, tondeurs, tricoteurs des métiers à bras du West Riding et du Lancashire, du Sud, et une partie du Leicestershire et du Derbyshire, aux employeurs et aux manufactures qui favorisaient l'emploi de machines, métiers à tisser notamment, dans le travail de la laine et du coton. Les membres de ces mouvements clandestins, appelés ludites ou ludistes, sont considérés comme des briseurs de machines. Je sature un peu. Oui, mais HTK m'a dit que ça allait. C'est parce que j'ai coupé le retour, parce que ça me rend fou en fait le retour. Genre, là c'est plus fort là, c'est pas assez fort maintenant. Peut-être plus assez fort là. Là c'est bien là c'est bien je pense. Là c'est bien. Donc ce sont les briseurs de machines. Le terme trouve son origine dans un nom d'ouvrier anglais, Ned Ludd, qui aurait détruit 2 métiers à tisser en 79, bien qu'on ignore s'il a vraiment existé. Cependant, des lettres signées de ce nom ont été envoyées en 1811, menaçant les patrons de l'industrie textile de sabotage. Ned Ludd est devenu le leader imaginaire d'un grand mouvement, dans un contexte où le leader déclaré serait tombé rapidement, victime de la répression. Le terme ludisme du coup, est parfois utilisé pour désigner ceux qui s'opposent aux nouvelles technologies et ou critiquent celles-ci. On parle même de néoludisme. Le retour, faut être très faible dans les oreilles, sinon t'es plus self-conscious. Ouais. Genre, c'était très dur. J'ai arrêté. Voilà. Donc, en gros, le ludisme et donc les néoludismes sont des gens qui. Donc, déjà, le ludisme, si on réfléchit. Là, on est vraiment à la base. Parce qu'en fait, Kaczynski, il parle un peu de l'impact sur la planète, mais finalement pas tant que ça. Et on est vraiment quand même à la base de gens qui sont anti-tech, quoi. Vraiment, qui sont anti-technologiques. Mais qui aujourd'hui, on retrouve dans les mouvements écologistes, etc. Donc, ils sont anti-technologistes. Et là, on a, en 1818, 1811, pardon, et 1812, des personnes qui sont des briseurs de machines. Il y a des phrases quand on est militant, quand on lutte, en fait, on sait toujours qu'on s'inscrit dans des luttes qui nous précèdent et et qu'ensuite les luttes qui vont nous suivre s'inscrivent dans celles qu'on fait aujourd'hui. C'est pour ça qu'en fait, on n'a jamais une victoire, puisqu'en fait, elle est perpétuelle cette lutte. Et ce qui est intéressant, c'est que moi, quand je lis ça, je me rends compte qu'en fait, j'ai la sensation, quelque part, de m'inscrire dans la continuité de ces gens qui se sont battus à l'époque pour détruire les métiers à tisser. Évidemment, plus ou moins fortement. Attendez, est-ce que je fais ça, moi? Genre, voilà, je vous ai fait une image nulle. Le ludisme, ça date de quand? Eh bien, justement, de 1812. Enfin, en gros, c'est une expression de 1811-1812. Voilà, c'est de là où ça date. Et on peut voir la révolte des ludites en 1811. Une manifestation syndicale de tondeurs de draps est sévèrement réprimée par les militaires. Dans la nuit, 60 métiers à tisser sont détruits par un groupe d'issus de manifestants. C'est des gens qui désarmaient. Ils désarmaient pas pour des raisons écologiques, ils désarmaient pour des raisons sociales. Parce qu'ils ne voulaient pas. Alors je sais pas si c'était. Est-ce qu'ils voulaient pas. Moi, il y a un moment où j'avais pas compris que ça venait de Ludd, et où du coup je pensais que ça venait du ludisme, et que c'était un espèce de truc en mode, bah si les machines le font, on n'apprendra plus à le faire. Et donc on perdra la capacité à faire. Au final, c'est peut-être un peu moins. J'ai un peu fantasmé mon truc, je pense. Mais je trouve ça chouette, quand même, comme mouvement. C'est intéressant, en fait. Je cherche sans succès. C'était sur le tel d'un camarade. Je nous retrouve ça. Oh, c'est adorable. C'est genre Mégalon. La plume est fleurie. Ou pourrie, plutôt. Ok. Le mouvement s'est organisé et certains leaders commencent à répandre la contestation. De nombreuses fabriques font l'objet de destructions ciblées, puisque seuls certains métiers sont disloqués. Le mouvement s'étend encore et se structure. Ils attaquent en petits groupes. Ils sont armés et masqués. En février, alors que le Framework Bill est adopté par le Parlement britannique, des troubles diminuent dans le Nottinghamshire et débutent dans le Yorkshire et Lancashire. Une attaque de ludites contre la fabrique de Rafford échoue. 2 ludites sont tués. Le mouvement se radicalise. Les actions armées se poursuivent. Des collectes d'argent et d'armes s'organisent dans le Yorkshire. Une vraie conspiration prend naissance, avec pour objectif de renverser le gouvernement. Putain, les mecs déterrent, hein. Le mouvement se poursuit dans le Lancashire, mais la révolte y est plus spontanée et moins organisée. La répression du gouvernement britannique se fait plus dure. Des actions dans les fabriques se poursuivront sporadiquement avec par exemple des bris de machines jusqu'en 1826. Le mouvement s'est rapidement diffusé dans les Midlands. Une guerre s'est engagée entre les ludites et le gouvernement britannique. On estime qu'à cette époque, à cette période, l'Angleterre avait mobilisé plus d'hommes pour combattre les ludites que pour combattre Napoléon au Portugal.
Ça, c'est un peu fou, non? Pourquoi on n'a jamais entendu parler de ça? Moi, j'en avais jamais entendu parler. Hein. C'est qu'il y a il y a un complot. Il y a un complot des fabricants de pulls. En 1812, les artisans du textile essayent d'emprunter la voie constitutionnelle. Ils proposent au Parlement d'adopter une loi pour protéger leur métier. Ils payent le prix fort des avocats. Font un vrai travail de lobbying, mais la loi n'est pas adoptée. Pendant ce temps, les luddites ont obtenu satisfaction partielle. Les salaires ont augmenté, les pressions économiques s'est un peu relâchées, et dans le même temps, les arrestations ont affaibli le mouvement. En 1812, une loi instaurant la peine capitale pour le bris de machine est entérinée. C'est-à-dire, elle est promulguée, quoi, non? C'est ça, entériner, hein. Je suis pas en train de péter un câble. Non. Malgré les protestations et les pamphlets de l'ordre et les autres, 13 ludites sont pendus. T'étais peine capitale pour avoir pété un métier à tisser. Si les ludites sont actifs jusqu'en 1817, leur destruction devient de plus en plus désespérée. En fait, 3 métiers mentionnés vont quasiment disparaître à l'aube des années 1820. Si les ludites disparaissent en tant que tels, ils nourrissent cependant d'autres mouvements ouvriers. La contestation devient souterraine ou légale, avant de ressurgir en force quelques années plus tard, pour mener au chartisme. C'est intéressant, ça. Comme les enjeux des néocolonies FR, que le groupe de Wagner envahit en Afrique, on parle alors que c'est la raison de l'envie de Macron de partir en guerre. J'ai pas compris. C'est vachement bien le métier à tider. Je comprends pas. Je comprends rien à mon chat. Je suis vieux. J'ai envie de se tisser le métier. Le chartisme est un mouvement politique ouvrier qui se développa au Royaume-Uni. Donc en gros, ça a débouché vers ça. Vous voyez ce que je vous disais sur les luttes qui nous précèdent, qui nous succèdent. En gros, c'est des gens qui sont battus pour leurs droits en pleine période d'industrialisation, quoi. Hein, je pense que c'est ça. Ça, c'est mon métier. De quoi? Salut Oroche, ça fait plaisir de te voir. De quoi? C'est quoi ton métier? Tisser. Tiser. Métier à tiser. C'est son métier à tiser. Hein. Tiser, c'est son métier. Mon métier à teaser, voilà, tout à fait. Hein, là, tout à fait. Bon, est-ce qu'on va regarder la différence avec les néoludites? Et puis, ce sera tout. Non, il nous reste encore, regardez là, narco-primitivisme, l'écologie libertaire. Et ce sera tout pour notre premier numéro de portrait de l'écoterrorisme. On va faire un petit débrief. Si ça vous intéresse, de brûler les machines. Voilà, HTK, il est converti maintenant. Mais de débrief, est-ce que donc éco-terroriste, pas éco-terroriste, est-ce que éco-terroriste, quoi. Est-ce que oui ou non, hein, quelque part. Éco-terroriste, quel est votre métier? Ah, il a trouvé Mosimo. Mosimo, il était parti, il a trouvé Mosimo. Donc le néoludisme, là ça date des années 90. Hein. Donc c'est un mouvement activiste technophobe contre le projet technique, notamment qui lutte contre l'apparition de la micro-informatique dans les foyers. Ils sont dans la pensée technocritique, ils s'efforcent de proposer des alternatives à l'idéologie productiviste. Ils invoquent les principes de légitimité, de désobéissance civile, de résistance à l'oppression. Voici leurs motifs. Ils sont de 3 ordres, écologique, politique et éthique. Le progrès technique est coûteux en énergie fossile, il est donc nuisible à l'environnement, au point d'être la cause du changement d'air géologique, l'anthropocène. Ou alors, c'était en 90, on parlait pas d'anthropocène, donc ça a l'air d'avoir été mis à jour. C'est Chélis, Mireille, là. L'anthropocène. De nombreuses innovations sont la source de scandales sanitaires, même de catastrophes, notamment nucléaires, et du réchauffement de la planète. Du dérèglement climatique, on dit. Les techniques se multiplient, sans jamais faire l'objet de débats démocratiques, le principe de précaution n'existant qu'en théorie et n'étant jamais ou rarement appliqué en raison de la pression des grands groupes industriels pour qui la technoscience constitue une source de profit considérable avec le nucléaire, les OGM, les techniques de télésurveillance, notamment le RFID, et les nanotechnologies constituent leur principale cible. Sont également avancés des motifs éthiques, la biométrie ou la vidéosurveillance par exemple étant considérées comme portant atteinte à la liberté individuelle. Donc c'est vraiment une vraie évolution, et on voit en effet que Una Bomber, Theodor Kaczynski, était vraiment dans ce délire-là. Les premières critiques à l'encontre du machiniste remontent à la révolution industrielle en 1770, dans la rêverie, exprime sa consternation face aux conditions de vie à poser aux mineurs.
Apparemment, les ouvriers en viennent à briser leurs outils. Donc il y a un vrai narratif que Jacques Ellul aussi. Il en parlait tout à l'heure de Jacques Ellul. Historien du droit, sociologue. Il y a un vrai, en fait, il y a un vrai game que moi je connaissais pas trop, hein. Plus néoludiste, option stick d'arcade ou anarcho double kickflip écolo? Bonne question. Bonne question. Bonne question. Rappel historique. Le Marx. Mais Marx voit dans le bris de machine un signe. Voilà, c'est là où, tout. Voilà, bah peut-être que ça va pouvoir éclaircir, parce que moi je suis pas toujours d'accord avec les marxistes, même si avec plaisir on travaille ensemble, mais je suis pas toujours d'accord avec les marxistes. Peut-être qu'on peut voir des points de dissension qu'on peut avoir avec les marxistes, parce que peut-être qu'en fait inconsciemment je suis plus ludiste, j'en sais rien. Ça m'intéresse en fait de savoir. Est-ce que je suis plus d'accord avec ça ou avec autre chose? Donc Marx voit dans le bris de machine un signe d'immaturité politique. Il faut du temps et de l'expérience avant que les ouvriers ayant appris à distinguer entre la machine et son emploi capitaliste dirigent leurs attaques non contre le matériel de production, mais contre son mode social d'exploitation. Donc peut-être que c'est une des critiques qu'on peut faire à Marx. Le marxisme commençant à se répandre, extrêmement rare sont les appels à détruire les machines comparables à celui de la... Donc en fait, peut-être que si c'est ça, la critique que fait du gauchisme que fait Kaczynski, c'est parce qu'en fait le marxisme lui dit garder les machines. Un jour après jour, les machines gagnent du terrain sur nous. Jour après jour, nous leur sommes plus asservis. Chaque jour, de plus en plus d'hommes sont liés à elles, comme des esclaves pour s'en occuper. Chaque jour, un plus grand nombre consacre l'énergie de toute leur existence au développement de la vie mécanique. L'heure viendra où les machines détiendront la véritable suprématie sur le monde et ses habitants. Nous pensons qu'une guerre à mort devrait leur être déclarée sur le champ. Toute machine de n'importe quel type devrait être détruite par celui qui se soucie de son espèce, ne faisant aucune exception, pas de quartier. Et ça, c'est Samuel Butler qui a dit ça, pas Marx. Paranoïa qui dit que le problème du marxisme, c'est qu'il parle des classes sociales, mais jamais des sujets. Je suis pas assez expert du marxisme pour pouvoir en faire une critique que j'estime à peu près solide. Mais je prends ta remarque en tout cas. En définitive, plus jamais les machines seront collectivement détruites. Voilà. Certes, en 97, en France, la CGT adopte le sabotage comme technique militante. Voilà, moi, il faudrait qu'ils renouent avec ça. Hein. Mais pour faire pression pour le patronat, et ils y renoncent en 1918, au lendemain de la Révolution russe. Okay. Donc les néoludites dédéterrent. J'aimerais bien, ça doit être Jacques Ellul, ça. Hein. Là, je pense qu'ils ont eu ça. L'invasion technique désacralise le monde dans lequel l'homme est appelé à vivre. Pour la technique, il n'y a pas de sacré, il n'y a pas de mystère, il n'y a rien de tabou. Et cela provient justement du fait qu'elle est tenue pour un phénomène autonome. La technique est désacralisante car elle montre par l'évidence et non par la raison que le mystère n'existe pas. L'homme qui vit dans le milieu technique sait bien qu'il n'y a plus de spirituel nulle part. Et cependant, nous assistons à un étrange renversement. L'homme ne pouvant vivre sans sacré, il reporte son sens du sacré sur cela même qui a désacralisé la nature, la technique. Et c'est assez vrai, c'est assez vrai dans le sens où aujourd'hui, les technosolutionnistes ou les technophiles, ceux qui pensent, qui croient en la digitalisation de l'humain, en la conquête spatiale qui va nous sauver, etc., ils sont dans cette dynamique qui est ici décrite. C'est-à-dire, l'homme ne pouvant vivre sans sacré, il reporte son sens du sacré sur cela même qui a désacralisé la nature, la technique. Voilà. Et c'est complètement, d'après ce que j'ai compris, vraiment la démarche de Gunther Anders aussi. Je vais remettre le lien sur le Discord, le truc est vraiment trop long, je cite juste une phrase. 2 points. La galaxie des activistes écologistes radicaux quand l'éco-anxiété est le support de la légitimation de la violence. Bon bah déjà ça ils ont pas compris. Hein. Ils ont pas compris. Hein. C'est sûr que ça ferait plus tâche de dire quand les rapports du GIEC sont le support de la légitimation de la violence. Hein. Et surtout la violence, mais niquez-vous. Elon Musk, le craquito et Elon Musk. J'ai Apple les goats quoi. Putain, Elon Musk c'est trop Elon Musk c'est trop Iron Man. En fait. Voilà. Bon bah écoutez, moi j'irai le relire un peu cet article, je trouve ça intéressant. Bon, les narco-primitivistes, le mec ils sont noirs et verts et à vue de nez. Ah, l'article a pas l'air trop long.
Les anarcho-primitivistes considèrent que la division du travail, le progrès et l'essor de la technologie et la naissance des villes, le surplus économique, l'agriculture ainsi que le récent démographique, tous ces éléments qui forment la base de sociétés industrielles ont entraîné le développement de structures hiérarchiques oppressives, ce qui a constitué un terreau favorable au développement de l'État. Oui, parce qu'ils sont anarchistes, ils sont contre l'État. Ils aiment pas, genre, tu t'empiles des trucs, tu vois, tu fais des tas de trucs, et les anarchistes arrivent, ils mettent des coups de pied dans l'État, quoi. Ils défoncent l'État. Voilà. Ils n'aiment pas l'État. Bref. Les anarcho-primitivistes prônent l'avènement d'une société qui s'inspirerait des sociétés pré-industrielles en arguant que les sociétés primitives sont des exemples convaincants de sociétés anarchistes. Mais je crois que il y a des problèmes. Le concept de progrès est donc pour les anarcho-primitivistes à prendre avec des pincettes, pour du moins le progrès économique. En effet, celui-ci symbolise. Et donc c'est là que tu vois que un ludiste, il peut regarder un anarcho-primitiviste et dire mais t'es vraiment un banc de mou, quoi. Ou t'es vraiment un petit miche, tu vois. Parce que, en fait, genre, le ludiste, il va dire, mais non, c'est pas le progrès économique qui est le problème, c'est le progrès technique. Et Gunther Anders serait d'accord. C'est intéressant, hein, intéressant. Pas mal, hein. Et du coup, moi, je sais pas trop où je me situerais. Actuellement, je pense que je suis plus néoludiste, mais depuis longtemps, hein. Depuis longtemps, moi, c'est une idée qui m'a un peu obsédé depuis longtemps, de me dire, en fait, je ne vois pas pourquoi des découvertes technologiques ne pourraient pas devenir létales pour l'espèce humaine. J'avais pas une lecture aussi fine que ceux dont c'est le boulot, mais je me suis dit, qu'est-ce qui fait qu'imagine un jour on découvre un truc, on l'applique, et en fait, on se rend compte qu'après l'avoir appliqué, toutes les conséquences que ça a, que ça nous tue. Et une fois que c'est dedans, et ben, on est mort, en fait. Et donc, pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas une technologie qui pourrait être létale envers nous? Voilà. Est-ce qu'on pourrait pas faire une erreur civilisationnelle, par exemple? Voilà. C'est une idée qui, moi, me trotte dans la tête depuis longtemps, en fait. Même avant d'être effondriste. Parce que je jouais à des jeux comme Civilisation, ou machin, où il y avait tout l'arbre technologique, et je trouvais ça intéressant de me dire, mais pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas une technologie qui fait que si tu vas dedans, t'as des bonus, mais tu te casses la gueule, ou machin? Je trouvais ça intéressant. Et donc, moi, j'avoue que je serais plus ludiste. Par contre, le truc, c'est que ça change pas grand-chose, parce que moi, je pense que si on devait organiser la société, on devrait le faire démocratiquement. Voilà. Mais je vais me pencher sur la question. Je trouve ça intéressant. Frostpunk est dans ce genre-là, dans le genre ludiste. Il casse pas les machines, hein, Frostpunk. Oui, il y a des trucs. Oui, Frostpunk, oui, en fait, parce qu'ils ont pas un arbre, enfin, ils ont un arbre technologique, mais qui est pas vraiment un arbre technologique, qui est plus un arbre d'upgrade technique. Et ils ont, ce qui équivaut à leur arbre technologique dans Frostpunk, donc un excellent jeu, hein, c'est un arbre de doctrine, de décision politique. Et leur propos est intéressant là-dessus, et qui est présent et dans leur jeu et dans leur game design, c'est pour ça que le jeu est intéressant. C'est que si tu vas au bout de l'arbre, t'es clairement allé très loin dans le fanatisme, quoi. Dans de l'extrémisme violent, un peu bourrin, quoi. Et donc, tout est de savoir comment prendre que les décisions vraiment nécessaires. Comment restreindre que les libertés qu'on n'a pas le choix de restreindre. Et donc, c'est bien foutu pour ça, Frostpunk. Ah bah non, mais maintenant que les technos se diffusent beaucoup plus vite, pas faux. Avant non, mais maintenant que les technos, pas faux. D'accord. Donc toi, Roche, tu serais plus en mode le ludiste, mais on pourrait définir un jusqu'à quelque part. C'est ça. On pourrait dire non, mais en gros, le T2 de la technologie, on prend, on garde. Voilà. Mais est-ce que du coup, vous trouvez, maintenant qu'on a, et après c'était quoi? Écologie libertaire, on a tout vu. Donc maintenant, une techno tue, elle a eu le temps de se diffuser avant, c'est mort, voilà. Donc comment on règle ce problème? Est-ce qu'on peut le faire seulement? Est-ce qu'on n'est pas en train d'essayer de résoudre des choses impossibles? Je ne sais pas. Je vous propose de conclure ce petit passage où on parlait de Théodore Kaczynski dans cette nouvelle émission incroyable, Portrait de l'écoterrorisme. L'effondrement fait remonter à la... Et je vous propose de le conclure. Pour vous, dans le chat, alors à chaque fois que j'ai essayé de lancer ça depuis le début du stream, ça n'a pas marché. Je compte sur vous ce soir, s'il vous plaît, pour pas me mettre un vent. Dans le chat, pour vous, Kaczynski, écoterroriste ou pas écoterroriste, à vos claviers, marquez écoterroriste ou pas écoterroriste. Voilà, si vous pensez que... Enfin voilà, pour dire votre décision. Et je vous propose... Est-ce qu'on peut faire un sondage? On peut faire... Non, ça, il faut des outils. On peut pas le faire de base. Hein. Pouce vers le bas, ça marche aussi. On peut faire sondage. Non, c'est quoi en anglais sondage? Non, je sais pas comment ça marche. Je sais pas faire. Totitas, merci. Peut-être qu'un prophète, donc un prophète. J'ai pas assez suivi. Est-ce que
Theodore Kaczynski, qui a posé des bombes pour essayer de réduire le développement technologique des États-Unis dans les années 80, et qui a été un des mecs les plus que le FBI n'a pas réussi à arrêter, qui est donc un mec qui est un activiste anarcho-écologiste. Il a posé des bombes, hein. Il est connu sous le nom de Unabomber. Est-ce que ce mec est un éco-terroriste ou pas? Et même si vous dites de la merde, ça me va. Donc on a d'où sa photo de porte-bonheur. Mais ça, c'est en prison. Sinon, regarde. Tout mignon. Mignon, hein. Voilà. Ça, c'était avant qu'il parte en couille. Tout là, et après, c'est là. Ou attentat. Là, il a commencé à partir en couille. Parce que ça faisait des bombes. Voilà. Moi, mais oui, éco-terroriste pour n'importe quel gouvernement. Non, mais bien sûr. Et non pour les doomers. Bah, moi, là où j'ai du mal à comprendre sa démarche, c'est, pour moi, s'il devait être, est-ce qu'il peut être, pour moi, il est clairement, est-ce que c'est la terreur qui visait? Est-ce que le but, c'était de tuer des gens pour faire peur, pour pas que ça se développe? Moi, je pense que oui. Non? Parce que si c'est ça, si son but, c'est de terroriser, et donc d'utiliser la peur que provoquent ces agressions pour son objectif, dans ce cas-là, toi tu dis que non, HTK dit non, mais dans ce cas-là, si c'est ça, dans ce cas-là, c'est un éco-terroriste. Après, théoriser qui aussi? Les États-Unis d'Amérique. C'est un peu vaste. Non, il avait l'air... Non, en vrai, t'as raison en plus. Parce qu'en fait, il a l'air de viser... Après, il vise des mecs, des magasins d'informatique et tout, hein. Ah, il faut qu'on tranche. Faut qu'on tranche. HTK dit non. Totitas dit non plus. Oroch ne se décide pas. Salut YouTube. Je suis en train d'enregistrer ce petit passage alors que je suis en train de finir le montage du premier épisode de Portrait de l'écoterrorisme. Dans cet épisode, on a conclu que Unabomber, Kaczynski, n'était pas un écoterroriste. Or, il s'avère qu'après ce stream, j'ai discuté avec d'autres personnes, des gens qui aiment les écrits de Theodore Kaczynski, des ludistes, des autonomes, des personnes qui avaient lu son manifeste, et il semble que, assez unanimement, l'on tombe d'accord pour le qualifier d'écoterroriste. Je me permettrai, si jamais, à des moments, surtout dans ce type d'émissions-là, où j'estime essayer de développer un propos qu'on n'entend pas trop ailleurs, ou si jamais j'estime que je dis des conneries, d'enregistrer des petits passages comme celui-ci que je mettrai à la fin du montage ou pendant le montage. Ça peut arriver que je laisse passer des choses sans me rendre compte. J'ai pas un temps infini pour le montage, je le concède. Cependant, voilà, c'était pour dire, Kaczynski peut être considéré comme un écoterroriste parce que, justement, son action militante avait pour but de répandre la terreur. Et c'est bien là la modalité du terrorisme. Voilà. Merci pour mon turfu. Le soir, le mardi soir sur Twitch à 21h. N'hésite pas à venir nous faire un coucou. Salut.